Du coup, je m'appelle François-Guillaume Ribro, je suis actuellement architecte et responsable des développements numériques chez Ouest France, à Rennes. Je fais aussi du consulting à côté, et en parallèle de ça, je crée des software as a service. Donc, vous connaissez peut-être Google Image Chart, ça permet d'envoyer des graphiques par email dans des rapports PDF ou dans des chatbots. C'est assez chiant à faire ça de boîte en boîte, donc à un moment donné, je me suis dit je vais l'internaliser. Et comme Google a coupé son service en mars dernier, ça a permis directement de récupérer tous leurs clients. Redsmin, c'est pour ceux qui connaissent Redis, qui connaît Redis ici? Oh, super. Redsmin, c'est un PHP-MyAdmin pour Redis. Donc ça permet de faire de l'administration et du monitoring temps réel de Redis. Et enfin, Motion Dynamic, vous avez tous des vidéos personnalisées que Facebook vous envoie pour votre anniversaire. Motion Dynamic, c'est ça, sauf que c'est un produit purement nantais. Vous envoyez 10 000 requêtes et en moins d'une minute, on vous retourne 10 000 vidéos personnalisées. Bien, on arrête là-dessus. On commence sur le sujet. Pour savoir où on va, il faut savoir d'où l'on vient, et c'est toujours intéressant de regarder un peu l'état de l'art, de regarder l'état de l'art de maintenant vis-à-vis de comment on est arrivé à ça dans le temps. Du coup, il y a une citation que j'aime bien rappeler, c'est celle de Christopher Strachey, qui date de 50 ans, et ce que nous dit Christopher, c'est que il était convaincu que les sciences informatiques allaient devenir une science importante. Bon, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Mais sa deuxième partie, là, c'est quelqu'un qui a travaillé sur les premiers micro-ordinateurs avec Alan Turing dans le labo. C'était le responsable recherche et développement, c'est pas n'importe qui. Et donc, ce qu'il nous dit, c'est qu'actuellement, il y a 50 ans, on ne connaît pas les grands principes sous-jacents de l'informatique. C'est une science tellement récente, et encore maintenant d'ailleurs, qu'on ne connaît pas encore les grands éléments sous-jacents. Et que plutôt que d'essayer d'apprendre l'état de l'art, c'est-à-dire de savoir tel ou tel framework ou tel langage, peut-être qu'il est intéressant de nous concentrer sur la transmission des principes et la recherche de ces principes-là. Parce que l'intérêt d'un principe, c'est qu'il est intemporel, ou majoritairement intemporel. Ok, donc on va parler d'API. API, ça veut dire Application Programming Interface. Et dans les années 60, quand on parle d'API, on commence à parler d'API, en fait, c'est pour des librairies. Donc les librairies, c'est simplement des contrats d'interface, et je vais avoir des briques réutilisables entre mes différents projets. Et puis, dans les années de 80 à 90, on commence à faire du réseau, c'est-à-dire qu'on a besoin d'exécuter des tâches sur une adresse mémoire, sur un environnement mémoire distant. Donc on doit passer à travers le réseau. Et donc là, on voit l'émergence des API à travers des systèmes de messaging, message queuing, etc. Dans les années 2000, on a Rolf Fielding dans sa thèse, chapitre 5, qui nous explique le Representational State Transfer, REST, où il nous explique que, avec ça, on va pouvoir mieux modéliser son API, en se basant sur ce que nous propose HTTP. Notez bien, le representational, c'était quelque chose de très important dans sa thèse. Quand on la lit, il nous dit que c'est le client qui va pouvoir choisir son format de représentation. 19 ans plus tard, on s'aperçoit qu'en fait, la majorité des API qui sortent maintenant, c'est du JSON. Et on ne peut pas choisir d'autres formats de représentation. Donc le representational de REST n'est peut-être pas aussi pertinent qu'il l'était. Et en 2010, on a encore d'autres API qui sortent. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on change de mentalité. Les API sont plus uniquement faits pour la consommation interne, mais aussi pour être exposés à l'extérieur, monétisés à l'extérieur. L'entreprise devient une plateforme et on va monétiser tout ce qui est créé à l'intérieur de cette entreprise-là à l'extérieur. Bon, bien sûr, on continue à faire des protocoles RPC pour ceux qui ont suivi la conf précédente. Ok, on commence sur le sujet. Contrôle technique. Qu'est-ce qu'un contrôle technique? Un contrôle technique, c'est 131 points de contrôle et 410 points de défaillance. Si je vous demande là maintenant de mémoriser 131 points de contrôle, ça demandait un peu de travail. On arrive à mémoriser un certain nombre d'IRP, il y a des humains qui sont capables de faire ça, mais ça demande de l'entraînement. Du coup, comment est-ce qu'on a fait pour résoudre ce problème de vérifier tous ces points de contrôle-là? Eh bien, on a mis en place des checklists. Et si on regarde la définition de ce qu'est une checklist, l'objectif d'une checklist, c'est de pallier à la limitation de la mémoire humaine. Et nous concentrer notre attention. Et c'est intéressant parce que les checklists, on les retrouve dans plein d'autres domaines d'ingénierie. La question qu'on peut se demander, c'est peut-être qu'on devrait le voir plus souvent aussi dans notre domaine à nous. Alors du coup, j'ai fait une checklist qui représente environ 70 points de contrôle, mais plus on avance dans le temps, plus il y en a. Ça fait pas mal de points, alors pas la peine de prendre une photo, vous aurez tout ça à la fin, hein, vous en faites pas. Mais là, ici, c'est à peu près tous les points de contrôle qu'on souhaiterait avoir sur une API, avec différents angles, qui ne sont pas que des angles purement techniques. Il y a des angles de maintenabilité, de gestion des astreintes, etc., d'opérabilité. Donc quand on voit tous ces points de contrôle, on se dit, mais quand je lance le développement de mon API, ça va un peu contre
la culture actuelle qui dit faut y aller étape par étape, en mode itératif. Et là, on se dit, s'il faut que j'ai tout ça de valide avant de pouvoir lancer mon API, je suis en train de peut-être me tirer une balle dans le pied. Moi, je suis un peu pas contre ça, mais dans pas mal de cas, il est peut-être plus intéressant de mettre le maximum de contraintes en amont pour avoir le maximum de bénéfices. Je m'explique. Plus vous êtes habitué à faire quelque chose, donc là en français on dit c'est en forgeant qu'on devient forgeron, vous la connaissez sans doute celle-là, vous connaissez peut-être pas la version finlandaise, qui dit que personne ne naît forgeron. Personne ici est né en sachant coder des API. On l'a tous fait, et plus on le fait, plus on devient efficace à le faire. D'ailleurs, c'est ce que disent les Allemands. Les Allemands disent c'est l'exercice et l'habitude qui fait le maître. Donc plus on est habitué à faire quelque chose, plus on va être rapide à le faire. C'est d'ailleurs les katas qu'on retrouve aussi dans le domaine agile. Et les Japonais concluent en disant, et là ça c'est ce qu'on va retenir pour la suite de ce talk-là, c'est qu'il faut connaître l'intégralité d'une sourate pour pouvoir sutra, pardon. Sourate c'est autre chose. D'une sutra pour pouvoir la réciter. On doit connaître l'intégralité d'une sutra pour pouvoir la réciter. En d'autres termes, si on ne connaît pas, on n'a pas pris le temps de regarder les 70 points de contrôle qu'on a vus précédemment, de juste les avoir à l'esprit, comment est-ce qu'on peut penser que lorsqu'on développe son API, on va penser à ces choses-là? Donc on va se lancer dans le développement d'une API. Et avant de tout de suite choisir le framework et le langage de programmation favori, plus l'environnement de développement, plus, etc., plus la plateforme sur laquelle on va héberger ça, déjà la première question qu'on peut se demander en tant qu'être humain, c'est quel est notre objectif? Pourquoi est-ce qu'on veut faire ce service-là? C'est encore plus vrai quand on est dans des grands systèmes informatiques avec beaucoup d'éléments bougeants. Pourquoi est-ce qu'on veut faire ça? Alors la majorité du temps, ça va être pour des objectifs business. Malheureusement, on doit faire de l'argent. Donc on va être sur des objectifs business. Il va falloir les définir parce que les objectifs business vont avoir un impact sur la manière dont on va penser notre API. Alors ça tombe bien. Qui a déjà entendu parler des SLO? Ok, donc on va quand même expliquer ça. SLO, ça veut dire Service Level Objective. Donc c'est des objectifs de niveau de service. Un objectif, vous connaissez peut-être le principe SMART, mais un objectif, il doit être mesurable, il doit être sur une période de temps définie, il doit être spécifique sur qu'est-ce qu'on mesure et d'où est-ce qu'on le mesure. Et donc là, on va vouloir définir nos objectifs pour ce service-là, sa disponibilité, etc. On va vouloir les définir de manière mesurable sur une période de temps, d'où est-ce qu'on se positionne pour mesurer ça, etc. Donc ça, en fait, avec les SLO, on va pouvoir construire nos dashboards et notre alerting. Donc je vous donne un exemple d'image chart là, dont je vous parlais tout à l'heure. L'objectif d'image chart, un SLO, c'était 95% de mes requêtes de génération de mes utilisateurs, peu importe où ils se trouvent dans le monde, doit répondre en moins de 400 millisecondes sur le mois. La latence de réponse doit être à ce niveau-là. Parce que Google fait aussi bien, et comme c'était un remplaçant à Google Image Chart, je devais être à ce niveau-là. Donc ça c'est intéressant, ça c'est un exemple de SLO. Et puis ensuite on va voir les indicateurs. Donc en fait les indicateurs c'est un niveau en dessous. Les SLO, on va utiliser des indicateurs pour pouvoir vérifier ces objectifs-là. Donc un indicateur, ça va être une métrique, donc ça va être mon niveau d'erreur, ma latence, ça va être mon nombre de requêtes par seconde, etc., etc. Et puis enfin vient ce qu'on appelle les SLA. Donc il y a 3 éléments, SLO objectif, SLI indicateur, SLA ce qu'on appelle les agreements. Donc ça c'est un contrat que vous allez passer avec les utilisateurs de votre API. Ça peut être des utilisateurs internes, mais ça peut être aussi des utilisateurs externes. Exemple, Slack, s'ils ont des indisponibilités, vous allez avoir une réduction sur votre facture du mois suivant. Parce qu'il y a un contrat que vous passez avec eux. Google, vis-à-vis de leur moteur de recherche, vous n'avez pas de SLA avec eux. Vous ne gagnez pas d'argent quand Google tombe. Néanmoins, c'est tellement important pour eux que de manière implicite, ils ont des SLA avec vous. Ils doivent assurer un niveau de service suffisant parce que tout leur business est dessus. Donc c'est pas forcément explicite, c'est pas forcément un contrat qu'on fait avec un client, mais il faut les avoir listés à un moment donné parce que ça permet vraiment de définir tel ou tel effort que vous allez mettre dans la construction de votre API. Alors un autre élément qui est de plus en plus important, alors sur la partie sécurité, il l'était clairement depuis le début, mais sur la partie vie privée, c'est aussi un élément qui vient depuis ces dernières années de plus en plus sur le devant de la scène. Donc on va vouloir considérer les risques et la vie privée vis-à-vis de cette API-là. On ne l'a pas encore codé, et on va déjà se poser les questions, qu'est-ce que je vais gérer comme type de données? Jusqu'où je vais stocker de l'information? Donc au niveau des risques, c'est vous devez considérer, en cas d'accès à la donnée de manière illégitime, qu'est-ce qu'on risque?
et quelle est la probabilité que ça arrive. De la même manière pour les changements de données. Si un utilisateur peut changer les données de quelqu'un d'autre, quel est l'impact que ça peut avoir? Dans le cas de perte de données, c'est quoi la probabilité que ça arrive, etc. La vraisemblance que ça arrive. Et puis après, il y a toutes les problématiques de vie privée. Est-ce que vous enregistrez de la donnée sensible? La donnée sensible, ça peut être pour des données relatives à des enfants, à des personnes âgées, à des handicapés. Ça, selon la loi, c'est des données sensibles. Mais ça peut être aussi des opinions politiques, des orientations sexuelles, etc. Est-ce que vous faites de l'évaluation de personnes, etc. Toutes ces choses-là, on doit Alors plus on avance dans le temps, plus c'est vos propres clients qui le demandent. D'ailleurs, c'est nos propres clients qui nous demandent où est votre data processing agreement ou addendum, et où est-ce que je peux avoir ces informations-là? Où est-ce que vous envoyez vos informations? Où est-ce qu'elles sont stockées? Donc de toute façon, il faudra le faire. Autant le faire en amont. Comme ça permet de donner un rail pour le projet. Et on arrive enfin à un point. Ça, c'est la question parfois qui est implicite, c'est comment j'appelle mon projet sur mon GitLab ou mon GitHub ou mon Git local. Mais ça, en fait, c'est extrêmement important. La terminologie, d'ailleurs, pour ceux qui ont lu Clean Code ou autre, c'est intégralement basé là-dessus. Nommer les choses, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué en informatique. D'ailleurs, Phil Carlton, qui a une citation assez connue là-dessus, il dit il y a deux choses compliquées en informatique, c'est nommer les choses et l'invalidation du cache. Aujourd'hui, on va parler que de la partie nommer les choses. L'invalidation du cache, c'est un autre sujet. Mais sur nommer les choses, si je vous dis que cette API qu'on va construire, on va l'appeler UPS, ou si je vous dis qu'elle va s'appeler RCPU, ou qu'elle va s'appeler Ghostbuster ou Thanos Service, ok, Thanos, peut-être qu'on peut se dire que ça va permettre de faire du Chaos Monkey, mais bon, voilà, pour ceux qui ont compris la blague. User Préférence, c'est transparent. User Préférence, je peux parler avec ça, même avec un Français qui parle un tout petit peu anglais, il va comprendre que c'est un service, une API qui va me permettre de gérer les préférences utilisateurs. C'est transparent, je peux parler avec des techniques et des non-techniques, tout le monde comprend. On n'a pas besoin d'avoir un mapping dans notre tête entre un acronyme qui a encore été inventé par un directeur et ce que ça fait réellement. Et ça, c'est super important, à tous les niveaux. Donc on peut résumer ça en disant que, déjà, pour une API, ou un service de manière générale, le nommage doit être ennuyeux. On ne doit pas se poser de questions, ça doit être non ambigu, ça doit être transparent. Et ce qui est très intéressant avec ça, c'est que quand on nomme les choses de manière ennuyeuse, il ne peut pas y avoir deux services qui gèrent les préférences utilisateurs. J'ai forcément qu'un seul service. Donc, de manière logique, et ça marche à différentes échelles d'entreprise, pour l'avoir expérimenté, eh bien, ce qu'on va voir, c'est que quand la personne va se dire « je veux créer un service de gestion préférence utilisateur », il va l'appeler user préférence, il va trouver qu'il y a un projet qui existe déjà. D'une certaine manière, ça permet à l'échelle de gérer les responsabilités uniques. On n'a pas différentes API qui font le même rôle. Bon, maintenant on arrive dans l'étape de développement. Alors il y a des principes qui ont été passés entre-temps parce que le temps file. On va vouloir connecter notre API à ce qu'on appelle un IAM, un Identity and Access Management Service. Donc si vous n'avez jamais entendu parler d'un IAM, ça permet de faire trois choses, l'authentification, l'autorisation et l'audit. Si on reprend la brique d'un système d'information, peu importe qu'il soit en interne ou en externe, ou si vous externalisez ça, on a d'abord toute une partie physique, donc les serveurs, la gestion du réseau, etc. Puis ensuite, on a une partie qui est plutôt software, donc on va voir les machines virtuelles qu'on va mettre sur ces serveurs-là, la gestion du VPC, etc. Et c'est là où on va retrouver notre IAM. C'est une brique qui est essentielle dans un système d'information, c'est ce qui nous gère notre authentification, notre autorisation, toute notre stratégie de sécurité repose là-dessus. Par-dessus, on va avoir des services qu'on va offrir au reste des équipes, et par-dessus, on va avoir nos différentes équipes, nos product teams qui sont autonomes, normalement. Et plus on va avancer dans le temps, plus ce qu'on voit, c'est que l'entreprise devient une plateforme sur laquelle reposent les équipes. Le seul job, finalement, d'un DSI, c'est de fournir de la capacité, des outils à disposition pour ces équipes, et c'est les équipes qui prennent les responsabilités. C'est comme ça que fonctionne Amazon à l'échelle, c'est comme ça que fonctionne du Spotify à l'échelle. Du coup, il y a plein d'exemples d'IAM. Il y en a un en open source qui s'appelle Keycloak, qui est développé qui est supporté par Red Hat. Vous pouvez faire des paires dessus, c'est en Java. Mais on a des équivalents en purement en ligne, comme Cloud Identity chez Google ou AWS Cognito. Et là, du coup, ce que vous avez ici, c'est la manière dont fonctionne l'IAM. Donc, votre API se trouve en haut à droite. Et peu importe ce que vous allez avoir, peu importe votre langage, vous allez avoir soit un middleware, soit un système de filtre, qui va permettre de prendre la requête et de la transférer à l'IAM pour que ça soit l'IAM qui gère l'autorisation, donc déjà, l'authentification, qui va lire la JWT si vous utilisez des JWT, vérifier qu'elle est valide, etc. Et puis ensuite, appliquer les autorisations, prendre une décision, enregistrer cette décision dans la partie audit. Donc vous avez un seul point de votre système d'information qui comprend la liste des décisions qui ont été prises.
Puis ensuite, retournez la réponse. Et là, soit ça passe. Si ça passe, votre handler, votre contrôleur est appelé. Sinon, la requête est rejetée. Donc il n'y a qu'un seul point du système d'information qui va gérer cette partie-là. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les API qu'on va construire sont authentifiées. Et c'est pas forcément... alors beaucoup, à chaque fois que je parle de ça, beaucoup de gens me disent mais oh, c'est lourd, nous de toute façon on est derrière un firewall, voilà, bon, ok. Donc là en fait vous avez un diagramme qui vous montre les stratégies de sécurité depuis 1990. 1990 c'était la stratégie de sécurité par périmètre. Par périmètre c'est j'ai un château fort, mes applicatifs sont au sein de mon château fort, ils n'ont pas d'authentification et j'ai un pont-levis. Si le pirate veut rentrer chez moi, il doit passer par le pont-levis. Et c'est là où on met toutes les sécurités. Ça, c'est les années 90. En fait, ce qu'on s'est aperçu, c'est que dès les années 2000, on commence à avoir notre DSI, peu importe si on est la petite boîte du coin ou la grande boîte, on commence à utiliser plein d'outils à l'extérieur de notre système d'information. Et puis en plus, nos employés, nos collaborateurs s'en vont aussi à l'extérieur. Donc ils ont besoin d'être en mobilité. Donc ils se connectent via un VPN. Le VPN, ça rentre par le pont-levis. Mettez-vous à la place d'un attaquant. Qu'est-ce que vous faites? Vous attaquez la machine, l'ordinateur portable qui est déjà connecté en VPN. Et hop, vous passez le pont-levis. Ensuite, c'est Disneyland, vous avez accès à tous les applicatifs. C'est super. Donc là, on n'est que dans les années 2000. On est 19 ans plus tard, et on a encore des gens dans notre domaine d'ingénierie qui nous disent « Non, mais c'est pas grave, je ne vais pas authentifier mon applicatif ». Il y avait une bonne excuse jusqu'à présent, c'est que ce n'était pas encore une commodité d'avoir un IAM dans son infrastructure. Maintenant, on a des outils open source, il y en a de plus en plus. Et donc, c'est le moment de franchir le pas. Donc, oui, version courte. Ce qu'on veut, c'est du untrusted network. Je ne fais confiance à personne. J'authentifie mes requêtes, même de applicatif à applicatif. Et pour continuer sur le segment de la commodité, vous connaissez peut-être Kubernetes. Maintenant, on voit qu'il y a Istio qui arrive par-dessus. Istio, eux, ils appellent ça de l'application segmentation. C'est un autre nom pour simplement dire on va authentifier les apps qui communiquent entre elles. On fait du zero trust. OK. On continue. On n'a pas encore fait une ligne de code. Il faut qu'on se pose cette question-là. Parce qu'en fait, faire du code, on pourrait très bien se lancer à corps et âme, à fond, à coder son applicatif. Sauf que ce qu'on pourrait oublier, c'est que ça va évoluer dans le temps. Et si ça évolue dans le temps, on doit anticiper le futur. C'est un peu notre job d'ingénieur. Donc du coup, on doit gérer des versions. Et on doit gérer la communication autour de ces versions. Ça, c'est la partie changelog. Bon, on a de la chance maintenant, on a ce qu'on appelle Semver. Qui connaît Semver? Hop là, c'est bon, je peux passer. Et puis, tout le monde utilise un système de gestion de versions. Donc, qui connaît Conventional Commit? Ah, ok, il y en a moins. Donc du coup, Semver, c'est super. On a enfin une manière de communiquer ensemble sur des numéros de version et de se comprendre. On sait que quand c'est une nouvelle majeure, c'est un breaking change. Le Conventional Commit, en fait, de la manière dont vous allez formater vos messages de commit, on peut générer un changelog à partir de ça. Et donc c'est super intéressant d'avoir ça, parce que dès le moment où je code et je vais merge et je vais stash, je vais pouvoir générer mon changelog avec ça. Et donc ça veut dire que nos messages de commit sont compréhensibles par des utilisateurs peu techniques. Puis vient la gestion de la version. Ça, c'est la question, si on ne se la pose pas, on va voir que ça peut devenir vite marrant. Si on ne se pose pas la question de la version, quand on va vouloir faire une breaking, eh bien, on va être bloqué. Donc ici, on a notre client qui communique avec une API. Ce que fait GitHub sur du HTTP, eh bien, eux, ils essayent de suivre au maximum le protocole HTTP. Et avec HTTP, effectivement, ce qui semble le plus standard, c'est de passer par les headers accept et de dire j'attends du application VND GitHub version 3 et en JSON. OK. GitHub, ils font ça bien. Il y a d'autres versions, on fait ça en sous-domaine. Ce qui est intéressant avec le sous-domaine, c'est que ça marche avec autre chose que du HTTP. Ça fonctionne avec n'importe quoi, en fait. Et puis, on a encore sur du HTTP, on a la notion de pass. Donc là, on voit que Twitter, même chez Twitter, tout le monde fait des erreurs. Leur version 1, c'était V1. Leur version 2, c'est 1.1. Quand je dis version 2, la version suivante, ça a été 1.1. Pourquoi pas V1.1? Pourquoi pas rester cohérent dans l'erreur? Pourquoi pas? Et puis on a Twilio, eux, c'est même pas en mode Semver. Déjà, Twitter, c'est pas en mode Semver non plus. Et Twilio, c'est directement une date. Et ça aussi, c'est intéressant, on va voir ça dans la suite. Et je suis sûr qu'il y a forcément un service qui utilise une query string pour faire de versionning. Si vous en connaissez un, ça m'intéresserait beaucoup. Il y a des gens qui doivent être assez fous pour faire ça. Et ensuite, on a Stripe. Qui connaît Stripe? Super. Ce que je pense que vous connaissez moins, c'est la manière dont Stripe gère ses versions et comment c'est implémenté derrière. Donc on va faire un peu d'ingénierie inversée, de reverse engineering. L'ingénierie inversée, ça consiste à regarder quelque chose qui est une boîte noire sans savoir comment c'est codé à l'intérieur et comprendre comment ça a été codé.
Il y en a certains, c'est leur spécialité. Du coup, vous avez un client qui fait, donc votre client de l'API Stripe, qui fait une requête sur l'API Stripe. Bien entendu, cette requête est authentifiée, parce que Stripe gère quand même tout un système de paiement derrière. Et ce que va faire Stripe, c'est qu'il va contacter son IAM interne, ce qui va permettre de vérifier à qui appartient cet access token. Donc on va voir de l'identification. Puis ensuite, on revient à l'API Stripe, et là, ce que Stripe a quelque chose d'assez particulier, qui est une base de données, qui va permettre de savoir que pour le client qui fait la requête, voilà la version d'API qu'il souhaite. Donc c'est pas quelque chose, au moment où je fais la requête, je le précise, c'est directement enregistré dans une base de données chez eux. Et du coup, là par exemple, mon client, il a fait sa requête, et ce qu'il attend, c'est qu'elle soit traitée en version 2. Sauf que la version en production de Stripe actuellement, c'est la version 3. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils ont un système de migration via du code qui va transformer ma requête V2 en requête V3. Comme les migrations qu'on ferait sur une base de données. Puis ensuite, on va exécuter la requête en format V3. Puis, là, si on retournait tout de suite, il y aurait un breaking, puisque mon client il attend sa réponse en format V2. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire l'inverse. On va transformer la réponse de V2 à V3. Alors là, vous pouvez dire, OK, il est parti dans ses délires, il a tout imaginé. En fait, non, pas du tout. La bonne nouvelle, c'est que Stripe a fait un article là-dessus qui est un peu passé inaperçu. Alors, je ne sais pas si j'ai la date, non, mais on voit que c'est 2017. En 2017, ils ont partagé ça en expliquant que leur code Ruby derrière, ici, ce que vous voyez, en fait, c'est les évolutions de leur API. Tout est codé, et ils utilisent l'introspection pour pouvoir générer la documentation qui va bien, etc. etc. Ce qui fait qu'en production, ils n'ont que la dernière version de leur API, mais qu'ils supportent des appels d'API qui remontent jusqu'à 2016-2017, en version d'API. Moi, il y a un de mes applicatifs, il continue à communiquer avec Stripe en version 2017 ou 2016 de leur API. C'est assez fou. Et ça marche, et ça continue de fonctionner. Donc, quand on se pose la question, oui, mais comment est-ce qu'on fait pour gérer plusieurs versions d'API? Arrêtons de chercher, il y en a déjà qui ont trouvé la solution, il faut juste la réexploiter. Et oui, avec ça, ils génèrent leur changelog et leur doc. OK. Un autre point, alors là, c'est qu'on est vraiment à un niveau de maturité d'équipe avancé, c'est de gérer, de communiquer sur ce qu'on appelle la gestion de la backward compatibilité, donc la compatibilité descendante. Ce que fait Stripe, c'est qu'ils vont même jusqu'à vous expliquer qu'un ID, quand vous le stockez d'un ID de chez eux, vous devez le stocker sur 255 caractères, ça doit être une boîte noire pour vous, etc. etc. Ça, ils vont très loin. Mais pourquoi ils font ça? Parce que suivant le langage de programmation, juste avant on avait un talk sur Haskell, et où on peut avoir des parseurs dans ces types de langages-là, au Rust notamment, où on peut mettre un mode strict. C'est-à-dire que s'il y a un paramètre en trop ou en moins, mon client va péter. Et du coup, il faut on a l'impression de se dire, oui, mais si je rajoute des paramètres, c'est bon, c'est backward compatible. Bah, pas forcément en fait. C'est pas forcément backward compatible. Ça dépend du langage de programmation, de la librairie de désérialisation, etc. Donc ça aussi, c'est intéressant de le faire directement au niveau de son API, d'expliciter quelles sont les contraintes, quel est le contrat qu'on passe avec le consommateur. Mais plus que de la documentation, ce qui est intéressant, c'est de s'en assurer. Alors vous connaissez sans doute la loi de Postel, c'est ce qu'on appelle le principe de robustesse, qui dit qu'on doit être conservateur dans ce qu'on envoie et libéral dans ce qu'on accepte. Conservateur dans ce qu'on envoie, appliquer ça à des API, ça veut dire que vous allez envoyer le minimum d'informations, parce que tout ce que vous allez envoyer, de toute façon, il va falloir être backward compatible, il va falloir suivre ça dans le temps. Donc ça s'applique à ce niveau-là, au niveau des API. Mais comment est-ce qu'on s'en assure? Application Programming Interface, interface, c'est un sous-ensemble de la notion de contrat. Contrat, c'est un terme très fort. Et il faut qu'on trouve un moyen de tester un contrat. Notre API, elle expose un contrat, elle expose des primitives, des opérations que je peux faire avec des formats. Eh bien, je vais vouloir tester ça. Alors on pourrait tout de suite se dire, bon, c'est parti, je vais écrire mes tests à la main. Non, non, il y a d'autres alternatives. On va prendre l'exemple de Twitter. Comment on fait Twitter? Twitter, ils ont open sourcé il y a quelques années un outil qui s'appelle Diffie et qui fonctionne de la manière suivante. Vous avez ici la version en production, c'est la version 1.0 qui est en production. Et on a fait une évolution sur notre API, une équipe a fait une évolution sur son API, et on considère que c'est la version 1.1. Donc c'est ce qu'on voit en haut. Et ce qu'on va faire, c'est que pour toutes les requêtes qui arrivent, donc là on peut imaginer qu'on est dans un environnement de staging, on duplique le trafic de production, on peut faire ça très, très facilement maintenant avec des outils comme GoReplay. On duplique le trafic de production, ça arrive sur le proxy de Diffie, et ce que va faire Diffie, c'est qu'il va, pas dupliquer, mais tripliquer la requête, et l'envoyer à 2 fois la version 1 et 1 fois la version 1.1. Puis il va analyser le résultat de des 2 versions 1.0, donc celle qui se trouve en production, et il va enlever le bruit. Peut-être qu'on retourne des timestamps ou ce genre de choses, donc ça peut changer entre 2 requêtes. Puis il va comparer le résultat de la version 1
1.1 avec le résultat de la version 1.0. Et là, on va voir s'il y a des paramètres qui ont été enlevés, il y a des paramètres qui ont été renommés, etc. Et de manière automatique, sans avoir eu besoin d'écrire du code, on va être capable de remonter à l'équipe, il y a eu un problème, il y a eu une régression. Et les retours qu'ils donnent, c'est qu'effectivement, ils ont eu beaucoup de retours très intéressants comme ça. Bon, il y a une autre approche beaucoup plus habituelle. On met le serveur d'API dans une version, dans un état souhaité, on fait une requête dessus, et on regarde si le résultat, ce qu'on récupère, est ce qu'on attend. Bon, ça c'est le cas classique. Et puis après, plus on avance dans le temps, toutes les API elles doivent avoir ça. Quand on requête des données, on fait encore à 80% de l'informatique de gestion en 2019, malheureusement. Parce qu'il y a encore il y a toute une urbanisation à faire des différents métiers. Et donc ce qu'on voit, c'est qu'on doit gérer la pagination, on doit gérer la recherche, le sorting, le filtering, la sélection des champs, l'expansion. Donc ça, c'est un peu field expansion. On retrouvait ça bien avant GraphQL. On trouve ça dans GraphQL. C'est la capacité d'aller chercher des champs, des attributs associés. Je ne vais pas rentrer là-dessus parce que ça, c'est ce que j'avais fait l'année dernière au Web2Day. Donc on verra ça plus tard. Par contre, je vais faire un point de focus sur la pagination. La pagination, ça c'est quelque chose de très révélateur dans les équipes, peu importe la taille de l'entreprise. Ce qu'on entend très souvent, c'est « Non, mais la pagination, je vais gérer ça plus tard ». On entend ça, il y en a qui sourient parce qu'on entend vraiment ça très souvent. Le problème de la pagination, de ne pas la gérer, c'est que c'est une complexité temporelle au N. En d'autres termes, ça va marcher le jour J, okay, on envoie l'API en production, l'API retourne 10, 100 éléments sur une route donnée. Mais plus on va avancer dans le temps, plus la base de données va grossir normalement, puisqu'on va avoir de plus en plus de personnes qui vont travailler dessus. Et donc l'appel sur cette route-là va être de plus en plus long, va retourner de plus en plus d'informations. Et donc on a du ON, ça va prendre de plus en plus de temps. Et en fait ça, c'est le non-respect d'un principe qui pour moi est le troisième principe le plus fondamental en informatique. Sachant que le premier, c'est sur la partie data, c'est single source of truth, une seule source de vérité. Le deuxième, sur la partie logique, c'est le respect de la séparation d'intérêts, chaque chose a un rôle. Et le troisième, pour moi, à mon avis, c'est on doit tout limiter dans l'espace et dans le temps. En d'autres termes, surtout quand on expose une API, eh bien, je vais vouloir limiter ce qu'il est possible de faire par celui qui m'appelle. Parce que ça me protège en même temps. Donc là, on se dit oui, mais mettre en place de la pagination, ça va me prendre du temps, là, j'ai vraiment pas le temps, etc. Et en fait, si vous faites un parallèle par rapport à ce qu'on a vu tout au début, c'est peut-être parce qu'on n'a pas assez mis en place de la pagination de manière abstraite sur nos API dans le passé, qu'on a l'impression que ça va nous prendre du temps maintenant. Et si on prend jamais le temps de le faire, ça nous prendra, à chaque fois, on va toujours se dire non, mais ça va me prendre beaucoup de temps. La pagination, ça doit être géré qu'à un seul endroit de l'API et pour toutes les ressources. Si on réimplémente la pagination pour toutes les ressources, ça veut dire qu'on n'a pas le bon niveau d'abstraction. Alors, par chance, il y a des frameworks qui font ça maintenant de manière totalement autonome, mais on peut totalement le réimplémenter. Bon, après, un petit rappel de sécu classique. On essaye de... Alors, je ne fais pas la promotion de la sécurité par obscurité, mais simplement, on peut enlever les versions d'Apache, Nginx, etc. pour un peu ralentir l'attaquant. Ça ne l'empêchera pas d'attaquer, mais en tout cas, on peut le ralentir. C'est des trucs de base, ça, mais parfois, malheureusement, on voit la version d'Nginx et puis il y a une belle CVE dessus, donc bon, bref. L'informatique, c'est deux choses, donc c'est de l'état et de la logique. Et ce qui est intéressant au niveau des API, ce qu'on voit, c'est que plus on avance dans le temps, plus on veut séparer l'endroit où il y a la logique et l'endroit où on stocke l'état. Même si on sait que la donnée elle a une gravité, etc., on va quand même vouloir séparer les deux. Et d'ailleurs, on a même maintenant la manière dont on déploie les applicatifs actuellement avec des orchestrateurs, on va vouloir que ce qui exécute les processus n'ait pas accès en écriture sur le disque. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Et plus on avance dans le temps, plus on fait ça. Parce qu'on veut séparer la gestion de la logique et de l'état. C'est deux choses vraiment différentes. Et quand on fait ça, sur la partie données, ce qu'on voit, c'est que par défaut, peut-être qu'on devrait considérer que les données qu'on stocke sont immutables. De la même manière que les nouveaux langages de programmation, les langages de programmation modernes, sont immutables par défaut, peut-être qu'on devrait aussi gérer le stockage de la donnée de manière immutable par défaut. Et à la limite, dans certains cas, oui, effectivement, ça prend peut-être un peu trop de taille, donc je vais vouloir passer ça en mutable. Mais faire de la mutabilité par défaut, c'est peut-être de l'optimisation prématurée. Parce que l'intérêt d'être immutable, c'est que j'ai un historique de toutes les opérations qui ont été faites par un de mes utilisateurs. Donc je suis plus aveugle sur ce qui s'est produit. Ça veut dire que mon support client, peu importe dans l'entreprise, peut avoir les différentes opérations qui sont passées.
Et puis, encore plus intéressant, si on a l'historique, on peut revenir en arrière. Donc on peut proposer une fonctionnalité de retour arrière. Donc ça aussi, c'est très intéressant. Bon, toujours, ça, on le voit maintenant de plus en plus aussi. Quand on développe son API, on va vouloir utiliser un système d'object storage. Donc, si vous êtes sur AWS, vous avez S3. Si vous êtes sur Google, vous avez Storage. Si vous voulez gérer ça chez vous, vous avez Riak S2 et un autre service qui s'appelle Minio. Donc, à chaque fois, ces deux-là, ils imitent l'API de S3. D'ailleurs, GCP Storage fait la même chose. Et donc, vous allez stocker des objets de cette manière-là. Super. OK, cool. Il nous reste du temps. Ça, c'est un point, tout comme gérer l'authentification de toutes ces API, c'est quelque chose qu'on ne voit pas encore assez souvent. Ce point-là, c'est un peu la même chose. Émettons qu'on doit développer une API de Talk pour le Web Today. Vous êtes développeur ou développeuse et vous devez développer une API de Talk pour le Web Today. Bon, bah, vous appelez ça API Talk, vous ne posez pas trop de questions, vous mettez à côté une base de données. Vous êtes dans votre environnement de dev. Et puis, comme vous avez déjà un IAM en place, bah, vous allez autoriser tous les appels de votre API sur l'IAM. Et cet IAM-là, il se trouve en staging, donc en pré-production. Donc vous allez sur l'IAM, vous récupérez des tokens, vous mettez ça en place, super, ça marche. Mais je vais vous rajouter une contrainte, qui est que pour chaque speaker, vous devez exposer ses derniers tweets. Bon, bah ok. Donc on va sur Twitter, on va sur la partie développeur, et puis on va créer une application qui va s'appeler TalksDev. Ça nous donne des tokens, et je fais mes appels comme ça, youpla boum, ça marche, mes tests fonctionnent, super. On va passer maintenant en staging. Vous avez fait tous vos tests, tout marche, vous passez en pré-production. Donc là, vous allez, comme bien entendu, tout ce qui est secret n'ont pas été mis dans le code. On a plutôt utilisé des variables d'environnement parce qu'on respecte les principes Unix et tout ça. Hein. Eh bien, on va se connecter sur staging au site IAM. Mais cette fois-ci, là, je me dis, ah mais non, je vais peut-être pas utiliser mon application Twitter de dev parce que si en dev, je fais de la merde, ça a bloqué mon environnement de pré-production. Donc du coup, on va créer une deuxième application sur Twitter qui va s'appeler staging sans doute, voilà, Talk Staging. Ça me donne des tokens, je les utilise en staging et ça marche. Ce qui fait que maintenant, là, j'ai séparé les données entre mon environnement de staging et de dev concernant Twitter. Puis on arrive en production. Alors en production, ça déconne plus. Là, on va pas vouloir se connecter sur l'IAM de staging, on va se connecter directement sur l'IAM de production. OK, donc là, on a récupéré nos identifiants. Et là, c'est pareil en fait. On se dit, mais je ne vais pas utiliser mon application Twitter de staging, je vais utiliser celle de prod. Donc je vais créer une nouvelle app, je vais avoir des nouveaux identifiants, je vais configurer mon app de prod, et là on se dit, c'est bon, terminé. Ça, c'est ce qu'on voit. Et si on s'arrête un peu, du coup on a le temps là, il nous reste 8 minutes, 4 secondes. Si on s'arrête un peu, il y a quelque chose de bizarre quand même. Il y a quelque chose de bizarre parce que si on regarde, on se dit mais l'environnement de Twitter, là, j'arrête pas de taper sa prod en fait depuis le début. Pourquoi je tape pas sur staging? Pourquoi je tape sur mon staging IAM et pas sur le staging de Twitter? Tiens, c'est bizarre. Et si on va un peu plus loin, en fait ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a une notion de public et de privé aussi pour les environnements et que c'est bafoué dans beaucoup d'entreprises. Twitter, ça ne nous viendrait pas l'idée de taper sur son environnement de staging. Salesforce, quand on l'intègre, ça ne nous viendrait pas l'idée de taper sur son environnement de staging. Et tous les autres services qu'on utilise, on tape toujours sur l'environnement de prod. Pourquoi est-ce qu'on se permet de taper sur l'environnement de staging de l'équipe IM? Parce qu'ils sont juste à côté et du coup c'est bon? C'est des amis? Ne pas respecter la notion de public et privé, c'est taper directement dans la sous-implémentation qui a été faite de staging. En staging sur IAM, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. La seule chose qu'ils doivent maintenir, c'est la prod. Moi, je m'en fous de leur staging. Ils font les tests qu'ils veulent là-dessus. Du coup, en fait, ce qu'on va vouloir, c'est que les équipes pointent sur la production des autres, et ce, même au sein d'une entreprise, parce que c'est un cercle vertueux. Si on fait ça, alors du coup, ce qu'on s'aperçoit, c'est que dans IAM, il y a des notions de royaumes. Alors les royaumes dans un IAM, c'est comme les bases de données dans un PostgreSQL. Ça vous permet en fait d'avoir tous vos utilisateurs, vos rôles, vos applicatifs, et tout ça isolé de manière logique. Donc là ici, je pouvais faire 3 royaumes dans l'IAM de production, et mon API Talks de dev allait pointer sur le royaume dev dans l'IAM de production, etc., etc. Donc là, je vais bouger tout ça. Et la question maintenant qu'on peut se demander, donc là maintenant c'est bien, l'équipe IAM, elle est totalement autonome sur son environnement de staging, sur ses environnements privés. Et là ce qui va être intéressant, c'est, oui mais mon API Talks là, du coup, s'il y en a d'autres qui veulent s'appuyer là-dessus pour faire leurs tests, comment ça se passe?
En fait, c'est là où, quand on construit l'API, on va vouloir penser la notion de primitive. La notion de primitive, on l'a vu, Twitter, il a cette notion de app, l'IM, il a cette notion de royaume, mais vous pouvez avoir une notion de site web, d'organisation, on voit ça à différents niveaux. Et si on ne le pense pas au moment où on construit l'API, du coup, en fait, on bloque la productivité des autres équipes. Ça, c'est le point 1. Et le point 2, c'est que penser multitenant, ça nous permet aussi d'avoir des opportunités business. C'est-à-dire que l'entreprise devient une plateforme et tout peut être vendu à l'intérieur. On connaît tous Amazon, où on a Jeff Bezos qui dit « Je veux que maintenant tout soit API ». Parce que ce qu'utilise Amazon à l'intérieur, on doit pouvoir le commercialiser à l'extérieur. C'est pour ça que maintenant, vous pouvez utiliser le système logistique d'Amazon. Il est as a service aussi. Bon, super. Du coup, avec ça, ce qu'on a vu précédemment, on est capable de faire ça. Et l'entreprise pour laquelle on a fait cette API-là n'est qu'un utilisateur parmi d'autres. Peut-être que ça sera l'utilisateur tout le temps, mais si on a réellement créé de la valeur, ce qu'on va vouloir, c'est que d'autres entreprises puissent l'exploiter. Et on va monétiser comme ça notre API. Et le meilleur moyen de faire ça, c'est avec l'IAM notamment. Alors du coup, la question qui va se poser, deux questions qui se posent constamment quand on présente ça. 1, comment j'exécute mes tests end-to-end, mes tests système. Et 2, comment je fais mes tests de perf. Alors la question qu'on pourrait se poser à l'inverse, c'est le script qui dit, le collégien qui utilise des AWS Lambda pour taper sur votre API de production, lui, il fait un test de perf sur votre prod. Est-ce que vous avez pensé à ça? En d'autres termes, de toute manière, il va falloir le gérer. Il va falloir mettre en place du throttling, du rate limiting, etc. Donc on doit le faire. Et c'est pas parce que c'est quelqu'un de l'interne qui vient de faire une requête, qui vient de faire un tir de perf, que je dois dire « Oh non, mais c'est bon, c'est quelqu'un de l'interne, donc on va gérer ça comme ça ». Il y a un très bon bouquin de Susan Fowler qui explique comment, dans une entreprise de plus de 1500 ingénieurs, avec plein de petites product teams, ils ont pu mettre ça en place à l'échelle. Je vais passer ça. HMAC. C'est un autre moyen de gérer l'authentification. Si vous avez déjà tapé sur du Amazon S3, les requêtes sont signées, on utilise du HMAC. C'est assez intéressant parce que ça peut même être un moyen de monétiser votre API. Vous faites une API publique et en fonction s'il y a la présence de la signature ou pas, vous allez pouvoir enlever des choses. Par exemple ici, sur ImageChart, tout le monde ici peut utiliser ImageChart gratuitement, autant de fois que vous voulez, sur peu importe où dans le monde. Vous aurez toujours le même niveau de disponibilité. Par contre, vous aurez un watermark. Si vous voulez enlever le watermark, il faut prendre un compte. Et en fait, ce compte-là va vous donner une clé privée et vous allez pouvoir chiffrer vos URL, signer vos URL et préciser cette signature dans l'URL, et moi je vais enlever le watermark. Donc c'est aussi un autre moyen de monétiser ces API. Pouf, pouf, pouf. Donc on parlait de tout limiter dans l'espace et dans le temps, on parlait de tests de perf. Eh bien justement, dès qu'on a des API, si on a des API qui communiquent avec autre chose à travers le réseau, de toute façon il va y avoir des problèmes. C'est la loi de Murphy, c'est les biais de distributed computing, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. En gros, dès que ça passe par le réseau, il va y avoir des timeouts, il va y avoir un stagiaire qui va se prendre les pieds dans le routeur, etc. etc. Donc ce qu'on veut, c'est que tous les appels qui sortent de notre API, on veut mettre en place des timeouts. Alors les timeouts, ce n'est pas forcément des timeouts pour des requêtes HTTP, c'est aussi pour des requêtes sur base. Par exemple, dans le cas de PG, vous pouvez mettre statement timeout dans votre transaction, et peu importe la complexité de la requête, si ça dépasse le temps d'exécution, PG va arrêter la requête, et vous retournez une erreur. Et donc, le cercle vertueux va faire qu'on va devoir gérer explicitement les erreurs de timeout, ce qui est sain en fait. De la même manière, on va vouloir gérer des retries. Alors, sur la couche réseau, on a ce qu'on appelle les exponential back-off. Si on n'arrive pas à contacter un équipement, on va y aller de manière de plus en plus lente, sinon on pourrit tout le réseau. On va faire la même chose sur la couche applicative. Et puis en plus, après, on va avoir les circuit breakers. C'est si j'arrive pas à voir mon service distant qui me répond, est-ce que j'ai pas une option dégradée, un mode de fonctionnement dégradé? Quand on écrit son API, on va vouloir aussi mettre en place des tests, des post-deploy tests. Ça, c'est assez intéressant. Alors, ça demande un niveau de maturité d'équipe supérieur. Il faut déjà avoir mis en place toute la partie d'intégration continue, déploiement continu. Mais la suite du déploiement continu, c'est aussi, une fois que j'ai déployé mon applicatif, qu'il a été mis sur les différents clusters à travers le monde, de lancer des tests pour valider que tout fonctionne bien. Et un autre élément, c'est les smoke tests. Je sais pas, qui a déjà entendu parler des smoke tests? OK. Les smoke tests, vous avez vos tests, imaginez que vous avez votre applicatif en mode boîte noire. Donc là, on est plutôt sur du test end-to-end. Et je vais simuler des actions utilisateurs. Je vais avoir mes scénarios essentiels utilisateurs, par exemple, se créer un compte, se connecter, faire telle opération. Et ça, je vais les exécuter toutes les 5 minutes sur ma prod. Et l'intérêt, c'est que ça va me permettre de tester beaucoup de choses d'un seul coup. Donc ça va me faire pas mal de faux positifs aussi. Mais ça va me permettre d'être alerté proactivement plutôt que d'attendre que ce soit un client qui me dise « Au fait, y a tel problème ». Et là, on se dit « Mince, on ne l'a pas vu ». Les smoke tests, c'est assez intéressant. Si vous êtes dans une entreprise qui n'a pas encore de tests en place,
La première chose à faire, ce que je conseille, c'est de mettre en place les smoke tests. C'est ce qui a le meilleur ratio de retour sur investissement. Bon, puis ensuite, on arrive avant la production, en 59 secondes. Il faut tout limiter dans l'espace et dans le temps. Donc, la notion de rate limiting, aussi, pour chaque serveur, on va vouloir mettre le nombre de connexions maximum qu'il peut avoir. Et là où ça commence à être un peu dur et on n'a pas encore d'outils, de briques comme ça qu'on peut mettre sur le réseau qui va nous gérer ça de manière uniforme, c'est la gestion des quotas. Mais si vous regardez la manière dont les majors fonctionnent, parce qu'il faut regarder comment ils fonctionnent pour savoir comment nous, ça va être dans 10 ans, 10, 20 ans. L'orchestration, avant, c'était quelque chose réservé aux grandes entreprises. Maintenant, ça arrive dans le domaine public. Eh bien, ici, les quotas, c'est aussi ça. Je limite tout. Et après, je vais pouvoir construire tout mon business model là-dessus. Monétiser mon API. Monitorer, ça ne sert à rien si on ne met pas en place d'alerting. On n'est pas là pour passer sa journée devant un écran. Ce qu'on veut, c'est juste être alerté proactivement quand quelque chose se passe. Donc à chaque fois qu'on met en place une métrique, ce qu'on va vouloir, c'est mettre en place le dashboard et l'alerting qui va avec. Pouf, 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 pouf. J'avance. Les slides seront disponibles, vous en faites pas. Je termine là-dessus. Bon, CI/CD, on connaît tous, hein, intégration continue, déploiement continu. Au tout début, on avait le restart deployment, c'était la version 0. Ensuite, on a eu le blue-green deployment. Donc en fait, c'est comme le restart deployment, sauf qu'en fait, on déploie la nouvelle version sur une infrastructure, puis ensuite on redirige le flux d'entrée sur la nouvelle infrastructure. C'est du restart deployment plus. Et là, en fait, on a quelque chose de totalement nouveau, c'est le rolling update, qui est maintenant devenu une commodité. Avec la différence avec le rolling update et tout ce qu'on a vu au-dessus, c'est que votre API, à un instant T, il va y avoir la version 1 et la version N-1 qui va fonctionner. Donc vous devez gérer ça au niveau de votre client. Puis après, le top du top, c'est le dark launch. Donc le dark launch, c'est je forward du trafic de prod et je l'envoie dessus. Et je regarde comment ça réagit. Et puis ensuite, Canary, donc j'envoie progressivement de plus en plus de trafic sur la nouvelle version de mon applicatif. Et ça, maintenant, on peut le faire. On a tous les outils à disposition pour le faire. Pof, pof. Hop. 70 points de contrôle. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez mettre votre email sur ce site-là où il y a tous les principes qui sont à l'intérieur et vous recevrez la checklist qui va bien. Merci.